Bonjour, ce jour nous entamons notre nouvelle rubrique, qui vous donne les détails sur un sujet historique de notre pays. En ligne de proue, la création de la ville de Yaoundé selon les historiens et les gardiens des traditions. Un documentaire produit par votre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour encourager la recherche, alors allons directement dans le vif du sujet. Yaoundé a été créé le 30 novembre 1889. Acteur prépondérant de l'histoire de Yaoundé, le professeur Obama, philosophe et historien de renom retrace les origines de la cité capitale. Yaoundé vient de Angola, qui signifie la clôture ou l'enclos. Au temps des Sono-Ela, cette clôture empêchait les premiers Allemands d'entrer dans la ville. Mbabisogo, un des premiers résistants à la pénétration allemande, disait à Sono-Ela de ne plus donner du terrain aux Blancs. La capitale a été définitivement fondée le 30 novembre 1889 par l'équipe Kloetmorgen, Georges Zenker et un certain Mbenga Mbono, le futur Martin Paul Samba qui était leur guide. Le premier nom de Yaoundé était Epsoum, c'est-à-dire chez Essomba, ou encore Netsonoun, chez Essono-Ela. Déjà en 1887, une première équipe allemande était passée avec à sa tête, le capitaine Koen Titapenbeek. Ce sont ces deux-là, qui en allant au sud de Nachtigal depuis Grand Batanga, et ayant aperçu des paysans qui semaient des arachides dans cet endroit vallonné, leur ont demandé ce qu'ils étaient. Les planteurs ont répondu qu'ils étaient des Miawando, les Allemands n'ayant rien compris ont transcrit, comme ils ont pu, et cela a donné Yaoundé. Yaoundé n'est donc qu'un barbarisme qui n'est aucune définition de Yewando, le vrai nom était Angola. On ne peut vous parler que de valeureux personnages, qui ont vécu à cette époque, c'est-à-dire à partir de 1925. Le chef de ce quartier Joseph Atemengue, et son beau-père ont beaucoup marqué. La troisième figure marquante fut Onambele Mbazoa, un Mvozada qui avec Joseph Atemengue, furent les deux rescapés de la Grande Guerre à avoir occupé Yaoundé de 1916 à 1921 alors que Charles Atangana, chef supérieur des Bétis, était en fuite avec les Allemands. On ne le dit pas assez, mais les premiers missionnaires, ne sont pas ceux de Mvolier, ce sont d'abord les missionnaires protestants de Djungolo, qui sont installés à Yaoundé, ensuite Monseigneur Vieter, et les pères palotins arrivent de Kribi en 1901, pour fonder Mvolier qui veut dire Mvolaeye, c'est-à-dire les gens chez qui il est difficile d'emprunter. Avec l'ordination des premiers prêtres noirs, le 8DE accent aigu CEMBRE 1935, et la création des séminaires du Nelo, Mvolier, Saint-Laurent, Akono, Saint-Joseph, par Monseigneur Vogt, les premières élites de Yaoundé vont commencer à émerger. Les constructions de Mvolier datent de 1901 à 1907, alors que le palais de Charles Atangana des Foulanes a été construit entre 1904 et 1910, mais le plus vieux bâtiment de la ville est situé derrière le ministère des Finances, à côté du petit cimetière allemand. Il a été construit par le major Hans Dominique entre 1896 et 1899. Les Ewando ne sont qu'une sous-branche de la grande tribu des Bétis, les Béti-Benangwa. Ils ont tous pour ancêtre Nanga qui était albinos. Il sera appelé Nanga Kone chez les Boulous. Béti a engendré des enfants dont Kolo Béti, Eton Béti, Mvele Béti, les Bassa, Mvan Béti, Meka Béti, les Maka, Boulou la fille et Ntumu le dernier-né. Boulou était la seule fille de Béti Benanga. Les Boulous ne sont donc pas les Béti, mais plutôt des Bangoan Béti. Il n'y a que 4 petits groupes de vrais Ewando, les Mvotsu Mbala, les Mvo Atangana Mbala, les Mvo Fuda Mbala, et les Mvo Essombandana. Les Etunga parlent la même langue, mais ne sont pas des Ewando. Ils descendent des Tikars par le jeu des alliances de mariage et de sang pendant les guerres. Tout part de la mode coloniale, qui veut qu'un peu partout au Cameroun, les quartiers se créent par affinité tribale, quartier Aoussa, Bamileke. En tant que capitale, Yaoundé n'a pas échappé au foisonnement des quartiers périphériques, et Foulane qui veut dire mélange des tribus, c'est à l'image de Yaoundé. À Nsimeyon il y avait les Bamoun, car le sultan Njoya avait reçu cette contrée de Charles Atangana en 1931, c'est dire qu'une capitale est par définition cosmopolite. Sur le plan précis de l'urbanisme, il y a une belle maquette de Yaoundé, qui a été conçue depuis le temps d'André Fouda, et qui a été parachevée par Emma Basile. Elle prévoit une grande route périphérique tout autour de la ville. Tout y était prévu malheureusement, nous avons l'impression que son exécution tarde à se réaliser. Personnellement l'immeuble de la mort est une admiration de la désolation. On dirait qu'il manquait d'architectes dans notre pays.
Nous souhaitons que les espaces verts et les monuments soient aménagés, sinon, comme le disait Monseigneur Jean Zoa, nous périrons avec notre ville au 3e millénaire. Une légende raconte qu'autrefois, les populations Ewondo, venant de la région des savanes, traversèrent le fleuve Yom, actuel Sanagua, sur le dos d'un énorme serpent, et occupèrent les différentes collines, où se dresse aujourd'hui Yaoundé, la ville aux 7 collines. Il y en a plus, la capitale de la République du Cameroun. En 1889, les Allemands, remontant de la côte, Kribi, fondent un poste militaire sur ce site. Puis en 1909, le poste devient une solide enceinte fortifiée, que les populations locales appellent Angola, clôture en Ewondo, la langue locale. Devenu synonyme de la ville de Yaoundé quant au nom Yaoundé, il a dû selon toute vraisemblance aux explorateurs allemands qui, interrogeant les populations locales, auraient mal noté leur nom Ewondo en Yaoundé. L'erreur des Allemands est restée. Et avec la colonisation française, Yaoundé est devenu Yaoundé. Yaoundé connaît un essor très rapide après l'indépendance en 1960. Ce qui imposa un remodelage de son urbanisme pour lui donner le visage d'une capitale moderne. Non seulement on y aménagea de nouvelles voies de communication, mais on y bâtit toute une série d'édifices à l'architecture futuriste. Le monument de la réunification en forme de tiare, l'immeuble en pain de sucre du ministère des PTT, le toit en pommes de terre de l'immeuble de la CNPS, le stade omnisport, le palais des congrès, le nouveau palais présidentiel, etc., désormais équipé d'un aéroport international moderne, et disposant d'un parc hôtelier impressionnant. Yaoundé est désormais ouverte au grand tourisme. La capitale politique offre par ailleurs un bon tremplin pour visiter le reste du pays, car la ville est placée au centre d'un important réseau de communications terrestres, ferroviaires et aériens. En ces quelques points, faisons le tour sur la création du premier zoo du pays, celui de Mvobetsi, 1951. Création d'un espace réservé à la garde des bêtes sauvages vivantes par Monsieur Pfeiffer, 1956. Cession du zoo à un particulier, Monsieur Carroll, pour gérance. Ce dernier place cette affaire sous un angle commercial, et fait des campagnes d'achat et exporte même les animaux vivants. Ce qui a fait du zoo une sorte de quarantaine avant exportation. 1961, le zoo est cédé à un médecin vétérinaire, Monsieur Piquette, captureur agréé, qui lui aussi continue à utiliser le zoo comme quarantaine. 1969, Monsieur Pouillou prend le contrôle du zoo. Il allie exportation et tourisme de vision. On pouvait à cette époque voir au zoo de Mvobetsi un éléphanteau, un chimpanzé, un couple d'antilopes, 4 crocodiles, 2 pythons, 2 tortues, 2 vipères et plusieurs variétés de singes. 1971, le zoo rentre dans l'administration camerounaise, direction des eaux et forêts, ministère de l'Agriculture. 1982, le zoo devient la propriété de la délégation générale du tourisme. 1992, date de création du ministère de l'Environnement et des Forêts, le zoo rentre sous sa gestion, avec une superficie de 2,0647 hectares. À partir de 1971, jusqu'en 1996, le zoo ne faisait que se détériorer avec un matériel complètement vétuste, hébergeant quelques animaux malades et affamés, primates en général. Son existence devenait méconnue des citoyens camerounais vivant dans la même ville, voire ceux habitant le quartier Mulène, quartier voisin de Mvobetsi. Par cet état des choses, la fermeture de la structure était même envisagée à défaut de réhabilitation. En 1997, le ministre de l'Environnement et des Forêts en personne a pris la ferme résolution de réhabiliter le zoo, avec l'appui du gouvernement britannique. Cette nouvelle décision était donc suivie d'une mobilisation d'importants moyens matériels, humains et financiers nécessaires pour un succès sans précédent d'une réhabilitation qui a commencé avec la construction de plusieurs enclos modernes, et qui se poursuit jusqu'à ce jour pour le grand bien de la conservation de la biodiversité de notre pays. Qui était Monseigneur Jean Zoa ? Archevêque de Yaoundé, la capitale camerounaise, depuis 1961, Monseigneur Jean Zoa est décédé le 20 mars 1998, des suites d'une crise cardiaque, alors qu'il célébrait dans sa cathédrale une messe à la mémoire de son confrère, l'ancien évêque de Mbalmayo. Né en 1924, ordonné prêtre en 1950, Monseigneur Jean Zoa est devenu, en 1961, le premier archevêque noir d'Afrique francophone. Appartenant à la première génération des évêques africains, ceux qui ont accompagné l'après-décolonisation. Il a été la cheville ouvrière, dans l'organisation de la première visite d'un pape au Cameroun.
Il s'est engagé pleinement pour la création de l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est également lui, le concepteur et le premier bâtisseur de la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier. Monseigneur Jean Zohan a développé dans son magistère une notion authentiquement biblique de l'homme, en refusant toute tentative manichéenne ou idéologisée de compréhension de l'homme. Bibliste de formation, il savait que dans l'idée de Dieu, le rôle de l'homme sera un rôle éminemment actif. Ainsi l'homme est irrévocablement condamné au progrès, s'il ne veut pas abdiquer. Il avait compris la nécessité de revaloriser le rôle de l'homme dans sa dimension de gérant du monde à humaniser, et de constructeur de la cité. C'est pourquoi il a mis un accent particulier sur l'apostolat des laïcs. Car, à ses yeux, les laïcs sont co-responsables à la fois de la croissance de l'Église, comme peuple de Dieu et du développement de leur propre pays, comme membre de la cité terrestre. Trois grandes dimensions résument sa vie et son œuvre. Tout d'abord la pensée théologique, dans l'option de la relation entre le mystère de l'incarnation et la promotion humaine. Monseigneur Zohan montrait alors que Dieu qui s'incarne, nous transforme et nous illumine. Nous pensons à sa lutte acharnée contre l'absence d'eau potable, à travers le projet « L'eau c'est la vie ». Il décriait à ce niveau, le proverbe qui dit que le noir ne meurt pas de saleté. Deuxième dimension, c'est la formation des jeunes. Monseigneur Jean Zohan a contribué à la création du collège Sainte-Thérèse de Mevaa, le centre de formation des jeunes filles d'Okola, la création du collège Bullier avec les frères maristes, le collège Jean 23 des Phoques, le collège Stinzy créé par les sœurs de Saint-Paul de Chartres à ses demandes. C'était un passionné du développement intégral de l'homme. L'aspect de la promotion humaine est la troisième dimension. L'archevêque était parvenu à déterminer les deux critères spécifiques pour la promotion humaine, à savoir la rationalité et la solidarité. Pour parler de certaines de ses réalisations, le Collège agricole Bullier est un institut novateur et futuriste créé en 1963, qui est venu anticiper un problème réel, celui de la formation professionnalisante de la jeunesse. De fait, en identifiant l'agriculture comme levier de développement incontournable pour notre pays, il paraissait nécessaire d'outiller les populations, afin de passer d'une agriculture de rente à une agriculture de seconde génération. Étant donné que l'archevêque percevait avec clarté la place essentielle des laïcs dans la lutte pour le développement, il a créé le Centre rural d'appui technique, CRA, à Sara, l'actuel site de l'Institut supérieur des sciences agronomiques de l'environnement et de l'entrepreneuriat rural ISAE. Cette structure aura en charge d'accompagner les paysans dans le combat contre la misère. Pour sa famille, il s'est donné entièrement à l'Église. De sorte qu'il ne cessait de répéter qu'il n'appartient pas à la famille, mais à tout le monde. Il n'était pas un partisan de l'individualisme. C'est ainsi que lorsqu'on sollicitait une aide de sa part, il fallait aller en groupe, et cela devait intéresser le développement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle vidéo sur les origines de la ville de Yaoundé. Espérant qu'elle vous aura édifié, nous vous recommandons de vous abonner, et de nous suivre activement pour de nouvelles vidéos. Au revoir.